Bienvenue dans cette séance consacrée au devoir surveillé numéro 2 du mois de décembre, le modèle 1 qui comporte deux parties, une partie de physique sur 13 points qui comporte deux exercices. Le premier, la datation au carbone 14, le deuxième concerne la fusion dans le Soleil. La chimie est sur 7 points. Il concerne l'étude d'une solution d'acide formique. Vous allez trouver l'interro dans le descriptif de la vidéo. Essayez de la faire en premier, puis comparez vos réponses aux réponses proposées dans cette vidéo. Commençons par la chimie 7 points. L'énoncé de l'exercice. L'acide méthanoïque, appelé aussi acide formique, HCOH, il se présente sous forme de liquide incolore à odeur pénétrante. Dans la nature, on le trouve dans les glandes de plusieurs insectes, comme les abeilles et les fourmis, mais aussi sur les poils qui composent les feuilles de certaines plantes. Son nom vient du mot latin formica qui signifie fourmi, car sa première isolation fut réalisée par distillation de corps de fourmis. L'acide méthanoïque est utilisé, entre autres, dans les industries textiles, insecticides, solvants, fumigènes, alimentation humaine. C'est un additif alimentaire E23617 et sert à argenter les miroirs. Une bouteille contenant une solution d'acide formique commercial porte l'étiquette suivante. 32% en masse d'acide formique, densité 1,20, la masse molaire c'est 46 grammes par mol. Première question, montrez que la concentration molaire de cette solution est C0 égale 1000 fois D fois P sur grand N, calculez C0. Avec P, pourcentage exprimé sur la bouteille divisé par 100, M masse molaire de l'acide formique et D, la densité de la solution commerciale d'acide formique. On donne la masse volumique de l'eau, ρ de l'eau, 1000 g par litre. Donc la concentration C0, c'est la quantité de matière de l'acide formique sur le volume de la solution. C'est aussi la masse sur la masse molaire sur le volume de la solution. Et le pourcentage, c'est la masse de l'acide sur la masse de la solution. Donc la masse de la solution, ou bien la masse de l'acide, c'est le pourcentage fois la masse de la solution. Ça sera donc C0 égale P fois la masse de la solution sur la masse molaire fois Vs. Or, la masse volumique de la solution n'est autre que la masse de la solution sur le volume de la solution, qui est égal à D fois E. Donc on va remplacer les expressions précédentes. P fois D fois ρ de E sur la masse molaire, c'est-à-dire 1000 fois P fois D sur la masse molaire. Comme application numérique, on trouve 8,3 mol par litre. Question petit b. Quel volume doit-on prendre de la solution commerciale pour préparer 10 litres d'une solution diluée de concentration C égale 10 moins 2 mol par litre? Il s'agit d'une dilution. La quantité de matière reste inchangée, donc on écrit qu'au cours d'une dilution, la quantité de matière reste constante entre la solution initiale et finale, c'est-à-dire C0 V0 égale à C fois V, donc V0 égale CV sur C0. En faisant l'application numérique, c'est-à-dire en remplaçant C et V C0, on trouve 1,2 10 moins 2 litres, c'est-à-dire 12 millilitres. Donc il faut prendre 12 millilitres. Deuxième question, écrire la réaction de l'acide méthanoïque HCOH ou acide formique avec l'eau, donner les deux couples acide-base mis en jeu. On va écrire la réaction de l'acide formique avec l'eau qui va donner la base conjuguée H3+, c'est-à-dire HCOH plus H2O en équilibre avec HCO- plus H3+. Les couples mis en jeu sont HCOH sur HCO- et H3+ sur H2O. Troisième question,
exprimer le quotient de la réaction de l'acide formique avec l'eau à l'état d'équilibre. Comment le nomme-t-on? On va exprimer le quotient de réaction à l'équilibre, c'est-à-dire les concentrations H3+ fois HCO- sur HCOH à l'état d'équilibre. On écrit donc le quotient de réaction à l'état d'équilibre s'écrit quotient de réaction HCO- fois H3+ sur HCOH. Ce quotient à l'état d'équilibre s'appelle la constante d'équilibre et elle est notée K. Quatrième question. On place dans un bécher un volume V1 égal à 100 ml de solution d'acide formique de concentration molaire en soluté apportée C1 10-2 mol par litre. La mesure du pH de la solution à 25 degrés donne pH égal à 2,9. Premièrement, établir le tableau d'avancement en fonction de C1 V1 X final et dans un autre cas avec le taux d'avancement final de la réaction C1, V1 et taux 1. On donne d'abord l'expression du taux d'avancement, c'est X final sur X maximal, c'est-à-dire que X final en fin de compte, c'est C1 fois V1 fois taux 1. Donc chaque fois qu'on a X final, on va la remplacer par cette expression. Donc dressons maintenant le tableau d'avancement. Initialement, c'est C1, V1, l'eau étant en excès et 0,0 pour les produits. X final pour les produits à l'état final. Et en remplaçant X final par C1, V1, taux 1, on obtient C2 facteur de 1 moins taux. Et C1, V1, taux 1, C1, V1, taux 1. Petit b, établir l'expression de la constante d'équilibre K en fonction de C1 et H3+ à l'équilibre. On déduire l'expression de K en fonction de C1 et taux 1, taux d'avancement final de la réaction. On va donc exprimer K dans un premier temps en fonction d'H3+ et C1 et dans un deuxième temps en fonction de C et taux 1. Pour le moment, on va donner l'expression de H3O+, ainsi que ce HCO- et HCOH. D'après le tableau d'avancement, les deux concentrations d'ions H3+ et HCO- sont égales. Donc on va écrire leur expression ainsi que celle de HCOH en fonction de C1V1X final ou bien C1V1 et taux 1. Donc d'après le tableau d'avancement, les deux concentrations sont égales, c'est X final sur V. Et aussi HCOH à l'état d'équilibre, c'est C1V1 moins X final sur V1, qui donne C1 moins X final sur V1, c'est-à-dire C1 moins H3+. Donc on va réécrire K en remplaçant HCOH par C1 moins H3+, et HCO- par H3+. Donc la constante d'équilibre s'écrira H3+ au carré sur C1 moins H3+. C'est la première expression demandée. D'autre part, on sait que taux 1, c'est toujours égal à X final sur C1V1, c'est-à-dire H3+ sur C1. D'où je peux remplacer la concentration de H3+ par C1 fois taux 1. Ceci dans l'expression de K. Donc réécrivons K en remplaçant H3+ par C1 taux 1. Ça me donne C1 taux 1 au carré sur 1 moins taux 1. C'est la deuxième expression demandée dans cette question. Petit c, calculer K, la constante d'équilibre et taux 1, le taux d'avancement final de la réaction. Conclure. Pour le calcul de K, je vais prendre l'expression de H3O+, connaissant la valeur du pH, et je peux calculer sa valeur. Donc, avec H3O+ à l'équilibre égal 10 puissance moins pH, on va trouver K 10 puissance moins 2 pH sur C1 moins 10 moins pH. Comme application numérique, on avait déjà le pH c'est 2,9, ça donne 1,8 10 moins 4. Calculons maintenant taux 1. Je sais que H3O+ égale à C1 fois taux 1, donc on peut dire que taux 1 c'est H3O+ sur C1, c'est 10 moins pH sur C1, on trouve 0,13
qui est inférieur à 1, donc je peux dire que la réaction n'est pas totale ou bien il est limité. C'est la conclusion à émettre. Cinquième question. La mesure à 25 degrés de la conductivité d'une solution d'acide formique de concentration C2 10-3 mol par litre dont sigma égale 1,40 10-2 Siemens mètre-1. On donne les conductivités molaires ioniques d'ion H3+ et d'ion HCO-. Première question, donnez l'expression littérale de la conductivité de la solution en fonction de la concentration d'ion oxonium et les conductivités molaires ioniques des espèces ioniques de la solution. On sait que la conductivité sigma, c'est la somme des lambda fois la concentration d'ion, c'est-à-dire ici, lambda H3+ fois concentration H3+, plus lambda HCO- fois concentration HCO-. Ces deux concentrations sont égales d'après le tableau d'avancement. Donc on nous dit que sigma égale H3+ fois lambda H3+ plus lambda HCO-. C'est la question demandée en fonction de conductivité et de H3+. Petit b, calcule le pH de la solution en déduire taux 2, le taux d'avancement final de la réaction. Pour calculer le pH, il faut d'abord calculer la concentration d'ion H3+ à partir du sigma. Donc, on va donner l'expression de H3+ en fonction du sigma, ce qui donne que H3+ égale sigma sur la somme des lambda. N'oublions pas que cette valeur est donnée en mol par mètre cube. Donc, après, il faut la convertir en mol par litre. Donc, on peut faire l'application numérique suivante. H3+, c'est 1,40 10-2 sur la somme des lambda, ça donne 3,5 10-1 mol par mètre cube, c'est-à-dire 3,5 10-4 mol par litre. Pour le pH, c'est moins log de H3+, avec la concentration en mol par litre. Ça nous donne 3,5 comme valeur de pH. L'expression de taux 2 ne va pas changer. C'est toujours taux 2 égale H3+ sur C2 cette fois-ci. Ça nous donne la valeur 0,35 qui est inférieure à 1. Question petit c. Comparer taux 1 et taux 2, conclure. D'après les calculs précédents, on a taux 2 supérieur à taux 1. Mais la concentration C2 est inférieure à C1. On constate donc que taux 2 est supérieur à taux 1. Donc plus la solution est diluée, c'est-à-dire la concentration faible, le taux d'avancement final est élevé. Petit d, calculer la concentration des différentes espèces chimiques dans la solution. À l'état final, en déduire la valeur de K constante d'équilibre. Conclure. On va d'abord calculer les différentes concentrations de H3+, HCO- et HCOH à l'état d'équilibre et calculer la valeur de K. H3+, elle est déjà calculée, c'était 3,5 10-4 mol par litre. C2HCOH, c'est C2-H3+, ça nous donne la valeur 6,5 10-4 mol par litre. Donc, la constante d'équilibre K va avoir la valeur suivante en remplaçant les différentes concentrations trouvées. Et ça donne 1,8 10-4. Je rappelle, la constante d'équilibre calculée dans les questions présentes, c'est 1,81 10-4. On peut dire que les deux valeurs sont compatibles. C'est-à-dire que la constante d'équilibre K est indépendante de la concentration. On constate que la constante d'équilibre ne dépend pas des conditions initiales de la réaction, c'est-à-dire la concentration, contrairement au taux d'avancement final de la réaction. On passe maintenant à la partie de la physique sur 13 points. Le premier exercice sur 7 points. L'isotope du carbone C614 est radioactif β-. Sa demi-vie est 5568 ans. Les proportions de carbone 14 dans l'environnement des êtres vivants est maintenue constante par la réaction des neutrons produits par le rayonnement cosmique sur l'azote 14 dans la haute atmosphère terrestre. Pendant sa vie, un être vivant, arbre, animal, etc., échange en permanence du carbone avec son environnement, le CO2 capté par la photosynthèse, l'alimentation, etc.
Et son taux de carbone 14 se maintient donc à un taux constant que l'on considérera être le même pour tous les êtres vivants. Ce taux est F égale N du C14 sur le N de C12, c'est 1,2 10-12. On négligera la présence d'autres isotopes du carbone. Première question, petit a, qu'appelle-t-on noyau radioactif? La définition d'un noyau radioactif est la suivante. Un noyau radioactif est un noyau instable susceptible d'émettre spontanément et naturellement des radiations. Ceci, c'est la définition du noyau radioactif. Petit b, rappelez la définition de noyau isotope. C614 et C612 sont-ils isotopes? Deux isotopes ont le même nombre de charges Z mais des A différents. Donc on écrit deux noyaux possédant le même nombre de charges Z mais des nombres de masses différents sont isotopes. Effectivement, C612 et C14 sont des isotopes. Question petit c, donnez la composition des noyaux carbone 14 et l'azote 14. Le nombre de protons est donné par le nombre de charges Z et la différence entre A et Z donne le nombre de neutrons. Donc, on peut écrire que le noyau de carbone 14, il contient 6 protons et 8 neutrons. Par contre, le noyau d'azote 14 est composé de 7 protons et 7 neutrons. Petit d, rappelez la définition du temps de demi-vie noté T1,5. La demi-vie radioactive d'un échantillon qui est radioactif et la durée nécessaire pour que statistiquement la moitié des noyaux radioactifs présents dans l'échantillon se désintègrent. C'est le temps pour désintégrer la moitié des noyaux présents initialement. Question E. En utilisant la loi de décroissance radioactive, retrouvez la relation entre le temps de demi-vie et la constante radioactive. Déduire la valeur de la constante radioactive en n-1 et seconde moins 1. On commence d'abord par donner la loi de décroissance radioactive. Donc n sur n0 c'est exponentielle moins lambda t. Donc à l'instant t égale t1,5, n c'est la moitié de n0. Donc n sur n0 sera égal à n,5. Donc pour t égale à t0, n sur n0 égale à n,5 égale exponentielle moins lambda t n,5. En faisant entrer le logarithme, on trouve en fin de compte t1,5 égale ln de 2 sur lambda. Maintenant, pour calculer lambda, je vais utiliser cette relation et dire que lambda c'est ln de 2 sur t1,5. Je remplace t1,5 en an, ça me donne lambda en n-1, c'est 5568 ans. Pour la convertir en secondes, il faut multiplier par 365 fois 24 fois 3600. J'obtiens lambda égale 3, 945, 10-12 secondes moins 1. Deuxième question petit a, écrire l'équation nucléaire de la formation d'un noyau de carbone 14. Je reprends une partie du texte de l'exercice qui dit que les proportions du carbone 14 dans l'environnement des êtres vivants est maintenue constante par la réaction des neutrons qui vont réagir sur l'azote 14. Donc j'aurai l'azote 14 avec un neutron qui va donner le carbone 14 plus un proton. On a utilisé les lois de conservation de Soddy. La somme des Z se conserve et la somme des A aussi se conserve. Passons à la question petit b. Écrire l'équation nucléaire de désintégration du carbone 14. D'après le texte, le carbone 14 est radioactif β-. Il va émettre un électron, comme on va le voir sur l'équation. Donc on va écrire que le carbone 14 est radioactif β-, donc C614 dans l'azote 14 plus un proton. Troisième question petit a, montrer que l'activité initiale A0 de 1 g de carbone est A0 égale 0,24 becquerel. Calculer A0 en désintégration par minute, dpm. Cette valeur est appelée activité naturelle standard du carbone. On va donner d'abord l'expression de l'activité A0 en fonction du nombre de noyaux du carbone 14.
Avec ce N0 du carbone 14, le nombre de noyaux de carbone 14 dans 1 gramme de carbone. D'autre part, on a le facteur F, qui est le rapport de N014 sur N612. On peut en déduire que le nombre de noyaux C14 égale au nombre de noyaux C12 fois F. On va calculer le N du carbone 12 avec la masse du carbone, la masse molaire et la constante d'Avogadro. On en déduit enfin que son nombre de carbone 14, c'est la masse du carbone sur la masse molaire fois Na fois F. En remplaçant dans l'expression de A0, on trouve l'expression suivante. En faisant l'application numérique, on prend lambda en seconde moins 1, la masse en grammes, masse molaire en grammes par mol, Na mol moins 1 et F une constante, ça donne 0,24 becquerel, c'est-à-dire 0,24 désintégrations par seconde. Je la multiplie par 60 pour obtenir des intégrations par minute et ça donne 14,4 dpm. Passons à la question petit b. Un morceau de 1 g de bois fossilisé retrouvé dans des fouilles archéologiques à côté des restes d'une habitation présente une activité résiduelle du carbone de 6,7 dpm. Quel est l'âge de ce morceau de bois? On va utiliser la loi de décroissance radioactive relative à l'activité, c'est-à-dire A égale A0 exponentielle moins lambda T. On en déduit l'âge, c'est moins ln de A sur A0 sur lambda. En remplaçant chaque grandeur par sa valeur, on trouve 6146 ans. Le A0 c'était 14,4, le A c'est 6,7, on trouve 6146. Quatrième question, ces méthodes de datation ne sont valables que pour des années antérieures à 1960. Au début des années 60 du siècle dernier, les essais atmosphériques de bombes nucléaires firent augmenter l'abondance de carbone 14 atmosphérique de 90%. On considère un arbuste petit arbre mort en 1963. On suppose que son activité au moment de sa mort était celle du carbone atmosphérique. À quelle date l'activité du carbone de cet arbuste sera-t-elle égale à l'activité naturelle standard du carbone 14? Donc n'oublions pas que cet arbuste a une activité initiale de l'année 1963, c'est-à-dire une activité antérieure à 1960 augmentée de 90%. Donc A0' égale A0 plus 0,9 A0. Car l'abondance de carbone atmosphérique a augmenté de 90%. Maintenant, on cherche la date à laquelle A0' sera égal à 0. C'est-à-dire la date à laquelle A' sera égal à l'activité standard naturelle. On cherche la date, pas l'âge. Donc, on va déterminer d'abord l'âge pour lequel le A' sera égal à A0. On va l'ajouter à 1963. Donc, calculons d'abord le temps au bout duquel A' sera égal à A0. Donc, A' égale A'0 exponentiellement lambda T'. J'en déduis que T' égale ln de A0. C'est A' va devenir égal à A0. Et A0' c'était 1,9 A0. On trouve l'âge suivant. T' égale 5155 années. Donc pour trouver la date, il faut rajouter 1963. C'est-à-dire, à partir de 1963, il va se passer 5155 années pour atteindre A0. C'est-à-dire, on va l'atteindre à l'an 7118. Passons maintenant au deuxième exercice de physique qui est sur 6 points et concernant la fusion dans le Soleil. On se propose de commenter un extrait d'article du dossier hors série de la revue pour la science.
La phase de fusion ou combustion de l'hydrogène est la plus longue de la vie des étoiles. Si la masse stellaire est comparable ou inférieure à celle du Soleil, la température centrale est inférieure à une vingtaine de millions de degrés. Dans ces conditions, la fusion de deux noyaux d'hydrogène produit un noyau de deutérium qui capture un autre proton et forme un noyau d'hélium 3. Deux noyaux d'hélium 3 fusionnent en un noyau d'hélium 4. L'ensemble de ces réactions constitue la première des chaînes proton-proton ou chaîne PP la plus importante dans le cas. Première notation utilisée pour les noyaux concernés. Pour l'hydrogène ou bien le proton, on utilise soit la notation H11 ou P11. Pour le deutérium, on utilise H12. Pour l'hélium 3, He23 et pour l'hélium 4, He24. Première question. Écrire la réaction de fusion de deux noyaux d'hydrogène en un noyau de deutérium et une particule qu'on notera sous la forme X à Z. Comment s'appelle cette particule? D'après ce texte, il y a fusion de deux noyaux d'hydrogène qui vont donner un noyau de deutérium. Donc on va écrire H11 plus H11 qui va donner un noyau de deutérium H12 et aussi une nouvelle particule X à Z. Donc on écrira que la réaction de fusion de deux noyaux d'hydrogène va s'écrire H11 plus H11 donne H12 plus X à Z. Pour déterminer le A et le Z de cette particule, on va utiliser les lois de conservation de Soddy, c'est-à-dire la conservation du nombre de charges et la conservation du nombre de masses. Donc on va écrire que 1 plus 1 égale 1 plus Z et 1 plus 1 égale à 2 plus A. Donc ceci va permettre de déterminer Z qui est égal à 1 et ceci A égale à 0. Donc la particule c'est E10, c'est un positon. On va réécrire cette équation en remplaçant X par le symbole du positon. Donc l'équation de la réaction s'écrit. Deuxième question, écrire la réaction de fusion d'un noyau de deutérium et d'un proton en un noyau d'hélium 3. Cette fusion s'accompagne de l'émission d'un photon. Comment peut-on interpréter cette émission? On va écrire la fusion d'un noyau de deutérium H12 et un proton H11 qui va donner un noyau d'hélium 3. Donc la réaction de fusion d'un noyau de deutérium et d'un proton s'écrit H12 c'est le noyau de deutérium, H11 c'est le proton qui donne le noyau d'hélium He23. L'émission de photons lors de cette réaction résulte de la désexcitation du noyau d'hélium 3 formé, c'est-à-dire que ce noyau est né dans un état excité. Donc on dit que cette émission est due à la désexcitation du noyau d'hélium 3 formé. Question 3. Écrire la réaction de fusion de deux noyaux d'hélium 3 en un noyau d'hélium 4. Cette fusion s'accompagne de l'émission de deux autres noyaux identiques. Lesquels? Donc la fusion de deux noyaux d'hélium 3 en un noyau d'hélium 4 va s'écrire sous cette forme-là. On prendra deux noyaux d'hélium 3 qui va donner un noyau d'hélium 4 et deux noyaux identiques d'après le texte. Pour déterminer le A et le Z de ce nouveau noyau, on va utiliser les lois de conservation du nombre de masses et la conservation du nombre de charges. Pour le nombre de charges, j'aurai 2 fois 2 égale à 2 plus 2 fois Z. Ceci va permettre de déterminer Z. Puis 2 fois 3 égale à 4 plus 2 fois A pour déterminer A. Donc, pour déterminer les deux noyaux, on utilise les lois de conservation du nombre de charges et du nombre de masses. C'est-à-dire,
2 fois 2 égale à 2 plus 2Z, ça donne Z égale à 1 et on obtient A égale à 1. C'est le noyau d'hydrogène ou bien un proton. Donc cette équation s'écrira définitivement sous la forme suivante. 2He2 donne l'hélium-2 4 plus 2H11. Quatrième question, écrire la réaction bilan des 3 réactions de fusion précédentes qui, à partir de noyaux d'hydrogène, permettent d'obtenir un noyau d'hélium 4 selon l'équation 4H11 donne He2 plus 2 positons. C'est-à-dire que le bilan de ces réactions, la première question, la deuxième et la troisième, vont conduire à cette réaction-là. Pour cela, je vais réécrire les 3 réactions précédentes. La première, c'était H11 plus H11 qui donne H12 plus un positon. La deuxième qu'on vient d'écrire et la troisième. La première sera multipliée par 2, la deuxième sera multipliée par 2 et la troisième sera multipliée par 1. On peut se demander pourquoi multiplier par 2 ici. Je constate que dans cette réaction, il y a 2 positons. Et celle-là, c'est la seule qui contient un positon, elle est au facteur 1. Donc je dois la multiplier par 2. Ici, sur cette deuxième équation, j'ai un seul noyau He2. Et dans cette deuxième équation, il y a 2 noyaux d'hélium He2. Ceci dans les produits, ici dans les réactifs. Donc je dois multiplier ici par 2 pour simplifier le He2. La troisième équation restera la même puisqu'il y a un seul noyau de He2 qui est présent dans l'équation bilan. Ces équations vont donner ces nouvelles équations avec des coefficients 4, 2, 2 pour la première, 2, 2, 2 pour la deuxième et la troisième coefficient 2, 1 et 2. J'aurai donc comme simplification 2 noyaux deutérium dans les produits avec 2 noyaux deutérium dans les réactifs de la deuxième. Puis, je simplifie les 2 noyaux d'hélium 3 dans les produits de la deuxième avec les noyaux d'hélium des réactifs dans la troisième. Et en fin de compte, je vais simplifier les 2 noyaux d'hydrogène dans les réactifs de la deuxième et les 2 noyaux d'hydrogène dans les produits de la deuxième. Il me reste donc 4H11 qui va donner He2 plus 2 positons. Donc c'est la réaction demandée de la fusion dans le Soleil. Il va s'écrire comme déjà demandé dans la question. Deuxième question, on considère désormais la réaction suivante, celle de la fusion d'hydrogène dans le Soleil. On donne les masses des noyaux en unité de masse atomique, celle de l'hydrogène, celle de l'hélium, du positon, et on donne l'équivalent de 1U en MeV par C carré. Première question, calculer la perte de masse correspondant à cette fusion. La perte de masse, c'est la somme des masses après la fusion moins la somme des masses avant la fusion. On la note delta M. Cette perte de masse va s'écrire la masse de He2 plus 2 fois la masse du positon moins 4 fois la masse de l'hydrogène. En faisant l'application numérique, on trouve moins 0,0254. Le signe moins justifie bien qu'il y a une perte de masse. Deuxième question, on déduira en MeV la valeur de l'énergie libérée par nucléon lors de cette fusion. On veut l'énergie libérée par chaque nucléon lors de cette fusion. On va commencer d'abord par calculer l'énergie libérée par la fusion tout entière. C'est E libre égale valeur absolue de delta M fois C carré.
Et puisque c'est demandé en MeV, je vais prendre cette expression et la multiplier par 931,5 MeV par C carré. Et comme application numérique, on va obtenir comme valeur 23,66 MeV. Maintenant, lors de cette réaction, il y a participation de 4 nucléons. C'est la somme des A. Donc, l'énergie libérée par nucléon, c'est E libéré sur la somme des A, soit à l'état initial ou bien à l'état final. C'est la somme des nombres de masse de l'état initial ou bien de l'état final. Soit dans ce cas, 4. Donc, on va obtenir l'énergie libérée par nucléon lors de cette fusion. C'est E libre sur 4, c'est-à-dire 5,915 MeV par nucléon. La dernière question, 2.3. Le Soleil transforme chaque seconde 720 millions de tonnes d'hydrogène en hélium-4. Calculez la perte de masse subie chaque seconde par le Soleil. Ici, on va reprendre la perte de masse subie par le Soleil lorsqu'il y a fusion de 4 noyaux d'hydrogène. Donc, lors de la réaction de fusion de 4 noyaux d'hydrogène, c'est-à-dire d'une masse d'hydrogène de 4 fois 1,0073 U, il y a perte d'une masse de delta M. Donc, s'il y a combustion de cette masse d'hydrogène, il y a perte de delta M. On cherche donc la perte de masse du Soleil pour 720 millions de tonnes d'hydrogène utilisées. Pour cela, on va utiliser la règle de proportionnalité. On va dire que pour 4 fois 1,0073 U d'hydrogène, il y a une perte de masse de delta M. Donc, lorsqu'il y a fusion de 720 millions de tonnes d'hydrogène, on aura une perte de masse de delta M. Donc, on peut dire que le delta M, c'est 720 millions de tonnes fois delta M sur 4 fois 1,0073. Ça me donne en fin de compte 4,54 millions de tonnes. Ce n'est pas la peine de convertir delta M en kilogrammes puisque la masse en bas est aussi en U. C'est tout pour cette séance. Merci de votre attention et au prochain devoir du mois de janvier.